Merci de vos propos et de votre conférence. Oui, effectivement, c'est important que les modérés nous rejoignent dans le cercle. Mais encore faut-il qu'ils soient dans le cercle. Donc vous êtes là sur une table et devant votre table, il y a une magnifique banderole du monde diplomatique. Le monde diplomatique a fait il y a 1 an, en juillet 2018, 4 pages sur Pierre Rabhi. À quel point cet homme n'est pas dans le cercle, à quel point cet homme gagne l'argent pour lui, à quel point cet homme reçoit les patrons de McDonald's et compagnie. Si c'est ça la transition, à quel point cet homme fait travailler les woofers, ah ouais, c'est vachement beau les woofers, et à quel point il est en autonomie en faisant travailler des woofers. Donc ce n'est absolument pas un modèle. Je tiens à vous dire que cet article est en accès libre sur le truc. Ensuite, vous parlez de Greta Thunberg. Là, effectivement, je n'ai pas autant de données. Peut-être c'est les climato-sceptiques qui disent des mauvaises choses. Je n'ai pas d'éléments. Les articles que j'ai lus m'ont fait penser que c'était quand même un pur produit de com'. Même si grâce à son action, elle arrive à entraîner des millions de jeunes dans la rue, et ça c'est super, faisons attention d'où vient. Donc très bien d'attirer les modérés, mais faisons très attention au greenwashing et essayons d'être radicaux tout de même. Merci. Moi je suis surpris dans ces 2 conférences d'une chose extrêmement importante. Personne ne discute de la notion de progrès, ni du fait que ce sur quoi nous sommes aujourd'hui entraînés, c'est exactement la fin de la civilisation industrielle. Et donc, cette civilisation industrielle qui a dû durer à peu près 2 siècles ou 2 siècles et demi, peut-être un petit peu plus, eh bien, c'est là que se trouve le problème. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qu'on fait de cette notion de progrès? Macron est un progressiste. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Et quand il envisage la question écologique, lui, les gens de Davos qui invitent par exemple Greta Thunberg, eux, ils envisagent la question écologiste en termes de remplacement de technologie. Et donc là, on est peut-être dans une erreur complète. C'est-à-dire on fait comme si la civilisation industrielle avait amené un plus, un mieux, quelque chose de plus... de meilleur pour l'humanité, alors que c'est peut-être complètement le contraire selon comment on l'évalue. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que la civilisation industrielle est responsable de l'explosion de la population. Or, personne parmi les décroissants, ou très peu de gens, est capable de pointer du doigt justement cette explosion de la population, l'explosion démographique, conséquence de la civilisation industrielle, tue évidemment non pas la planète, ça serait idiot de dire des choses comme ça, mais très certainement la race humaine. Voilà, donc c'est les 2 points sur lesquels je pense qu'il faut s'interroger. D'abord, autant je suis ravi de voir 2 jeunes citoyens à cette tribune, autant je me désole d'en voir si peu parmi l'assistance. La question subsidiaire qui vient, c'est combien entraînez-vous de personnes de votre génération derrière votre mouvement? C'est parce que l'avenir est là avec ce mouvement. Et puis, un deuxième point qui est plus personnel et même narcissique, disons-le, j'ai été maire pendant 18 ans d'une petite commune du Pays d'Aix, où il y a 6 kilomètres d'un tronçon de route de montagne pratiquement, qui était le plat préféré des organisateurs de rallye automobile. Le rallye Mistral, pour le citer, certains le connaissent peut-être, et la ronde de Durance, 2 fois par an. Donc, la petite commune de 300 habitants était sillonnée par 300 voitures de course. Voilà. Bon, tous les ans, le préfet demande au maire son avis sur l'organisation de cette manifestation. Pendant des années, j'ai dit
évidemment que j'étais en désaccord total jusqu'en 2003, où est survenu, grâce à Jacques Chirac, paix à ses cendres, c'est pas généreux, hein. Qui est venu adosser la charte de l'environnement à la Constitution française. Donc j'ai puisé toute l'argumentation dans cette charte de l'environnement pour justifier mon refus et la prise d'un arrêté municipal interdisant l'usage des voies publiques pour des compétitions d'engins motorisés. Évidemment, ça m'a valu une convocation chez le préfet, une discussion de plus d'une heure, et son argument ultime a été de me dire « Et pourquoi pas interdire le rallye de Monte-Carlo tant que vous y êtes ?» Et ce à quoi j'ai rétorqué, évidemment, « Excellente idée !» Mais depuis 2003, dans ma commune en question, il n'y a plus, depuis 16 ans donc, il n'y a plus de rallye automobile organisé qui viennent polluer l'espace des oreilles, etc. Donc, c'est une petite chose, mais c'est vrai que parfois, le maire, il faut quand même qu'il ait une population qui soit consentante, hein, parce qu'il est quand même élu par la population, hein, n'oublions pas. Oui, alors, merci de vos questions. Je répondrai rapidement parce que sinon on va pas avoir le temps de donner la parole à tout le monde. Les modérés, dans mon propos, les modérés, on en a besoin parce qu'on a besoin d'être de plus en plus nombreux. Et quand on est de plus en plus nombreux, on n'est pas tous d'accord. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à toucher plus de monde. Et effectivement, il va y avoir des débats. Et puis, on est multiples. On a parlé des villes en transition, on a parlé d'Extinction Rebellion, mais des mouvements comme ça, on peut en citer au moins une vingtaine en France, peut-être même plus que ça, et au niveau international aussi. Donc, ce qui est important, c'est la notion un petit peu de chacun trouve sa porte d'entrée. Et on peut trouver une porte d'entrée séduisante, intéressante, par les actions qui sont menées dans les villes en transition, ou par des actions plus fortes, plus militantes, telles que celle de XR, ou par les colibris, ou par d'autres points. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a quelqu'un qui arrive à basculer pour dire je m'intéresse au sujet et je vais agir à ma façon, et peut-être que d'utiliser la roue, par exemple, c'est aussi une manière d'agir. Ça, c'est le point. Sur Pierre Rabhi, Greta Thunberg, etc., c'est des questions de personnes. Ces personnes ne sont pas là pour en parler. Moi, je préfère laisser chacun se faire son opinion. Moi, j'ai le plus grand respect pour ces gens-là. Et vous pouvez, madame, avoir une opinion différente. Il n'y a pas de problème. En tout cas, pour moi, chacun a l'opinion qui se fait des uns et des autres, bien entendu. Sur la notion de progrès et le remplacement technologique, je suis d'accord avec vous. On va pas... Chaque fois qu'on trouve une solution en disant on va remplacer ça par ça et continuer comme si de rien n'était la notion de progrès, ça ne marche pas. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, c'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est la notion de penser autrement, ça implique de se dire je suis face à un problème, effectivement, voilà, quel qu'il soit, et comment je peux résoudre ce problème, non pas en faisant un remplacement d'un truc par un autre, mais en repensant complètement le problème qui est posé. Et les solutions qui se trouvent sont en général beaucoup plus pertinentes. L'explosion de la population, on sait tous que c'est un problème. C'est un problème qui n'est peut-être plus tabou, alors qu'il l'était il y a quelques années. Les solutions de redonner de la résilience en baissant la consommation d'énergie à des petits territoires, des petites communautés, et à faire attention, bien entendu, à ce que cette communauté puisse continuer d'exister, de vivre en consommant moins d'énergie, en produisant son alimentation, etc. Bien entendu que c'est une vision de la solution, c'est peut-être pas la seule, mais c'est une vision de la solution. On dit aujourd'hui que l'agroécologie pourrait nourrir plus de 10 milliards de personnes dans le monde, mais bien entendu, c'est pas en mangeant un steak tous les matins, enfin tous les midis, c'est évident. Donc si on continue sur le mode de vie et de rythme qu'on a aujourd'hui, évidemment, le problème de la surpopulation va devenir extrêmement prégnant. Et pour terminer, monsieur, bravo pour votre action, monsieur le maire. Juste pour vous dire, simplement, je savoure ce que vous avez dit, parce que moi j'ai un maire, j'habite à Salon de Provence, hein. Moi j'ai un maire cette année, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est enorgueilli de faire venir des Formule 1 en ville.
répondre si c'est possible. Voilà. Juste pour continuer à répondre un peu, notamment à votre question, déjà je pense pas qu'on soit sorti de la civilisation industrielle, loin de là, on est encore en plein dedans. Quand on parlait aussi de remplacement, en fait c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que non on remplace pas, hein, c'est comme les énergies fossiles et les énergies renouvelables, on empile. Donc c'est encore pire en fait et on consomme toujours de plus en plus. Et en fait je voulais m'arrêter surtout sur la question de l'augmentation de la population, parce que je pense personnellement qu'elle n'est pas encore assez évoquée. Or, c'est une question en fait, qui doit absolument être traitée, parce que je ne pense pas qu'on pourra nourrir 10 milliards d'êtres humains, même par l'agroécologie, tout simplement parce que les sols sont de plus en plus pollués, qu'il y a une paupérisation des sols, et qu'à un moment donné, l'idée c'est-à-dire de prendre par exemple la nourriture qu'on mettrait aux animaux pour ensuite nourrir les humains, paraît un peu irréaliste en fait. Et donc, et oui, quand on nous annonce qu'en 2050, on serait 9 milliards à 10 milliards d'êtres humains sur Terre, il y a un problème qui se pose et à un moment donné, il faut parler de cette question. Et je pense que là où il y a quelque chose qui va devoir se faire et qui est assez... on peut rentrer dans le débat, c'est qu'à un moment donné, il y aura des limitations finalement de certaines libertés et même de droits humains à un moment donné, parce qu'on va devoir limiter peut-être les naissances. Enfin, c'est peut-être une question qui doit être mise sur la table, parce que quand on voit le nombre de... Ou alors on attend que le nombre de morts, mais il faut bien régénérer la population. Donc c'est pas non plus une solution, mais à un moment donné, oui, il faut de l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut, dans certains pays, qu'il y ait des plannings familiales, qu'il y ait une vraie éducation qui soit faite, et ça passe aussi par l'éducation, notamment aux jeunes filles, en fait. Et c'est vraiment important d'aller, justement, de rentrer dans ce débat-là, à un moment donné, et de le poser. Et il y a une donnée qui dit qu'en fait, si on limitait à un enfant par femme, d'ici 110 ans, la population atteindrait 1 milliard. Donc voilà. Et pour ça, faudrait mettre en place des moyens, tout simplement, des plannings familiaux, tout simplement, ouais. c'est pas aussi simple que ça, mais c'est un débat qui doit être ouvert. Après, c'est une question compliquée et qui va atteindre certaines libertés. Et je ne sais pas si ça va pouvoir être fait. Donc voilà. Ouais. Ouais, je voulais juste rebondir rapidement sur le terrain du progrès, parce que il me semble le terrain sur lequel on peut lutter par rapport à cette notion-là, parce qu'elle est très très forte et elle a beaucoup d'influence dans l'opinion. Mais je pense qu'on peut lutter contre elle du côté des récits. Tout à l'heure, Bruno parlait un peu de la mise en récit de notre futur, tout ça. Et on peut déjà questionner d'un point de vue philosophique un peu la notion de progrès. Quand on voit justement en termes de conséquences ce que le progrès a généré, déjà on peut se demander si c'est légitime de l'appeler comme ça. Et ensuite dans la projection, la décroissance, ça peut constituer des progrès humains pour beaucoup de choses. Mais il faut surtout pas s'arrêter au terme littéral de progrès. C'est pas parce qu'on le voit qu'il y a du progrès qu'il est garanti, tout ça. Il faut toujours questionner ce genre de termes, quoi. Surtout quand des politiciens se disent progressistes. Soyons attentifs au langage, quoi. Ça c'est sûr. Après aussi, j'en profite pour faire un petit point, juste pour les questions comme ça, là, nous ici, on va pas vous donner la position officielle d'XR, parce qu'il y en a pas vraiment, là, on parle plus en nos noms propres. C'était important de le préciser, il me semble. C'est bon. Je voulais remercier les conférenciers. J'avais deux observations plus particulièrement adressées à monsieur Montel. Je dois vous dire que je vous trouve très injuste. Quand vous parlez des petits entrepreneurs, de la mission que vous leur donnez, une mission à la fois écologique, sociale, distincte que celle que vous allouez aux grands patrons de Total, vous leur mettez sur les épaules une responsabilité qui est considérable. Or, ils évoluent dans un environnement juridique qui n'est pas distinct de celui des grandes entreprises que vous critiquez. L'entreprise, sur le plan juridique, elle a une responsabilité, c'est d'assurer sa survie. Pas la nôtre, pas la survie de la planète. Il me semble que dans un contexte où on essaye d'envisager une réforme des structures générales qui nous conduisent à la catastrophe, charger les épaules de gens qui sont par ailleurs fort sympathiques de la façon dont vous le faites relève malheureusement d'une forme d'injustice. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que à la suite de l'écoute de vos exposés respectifs, je me trouve dans une situation un petit peu ambiguë. Monsieur Montel, vous parlez d'intelligence collective, vous parlez de réflexion en commun, vous parlez de gouvernance, vous parlez d'acteurs, de parties prenantes. C'est très intéressant. Moi, le sentiment avec lequel je me suis retrouvé après avoir écouté nos amis de Extinction et Rébellion, je vous le cache pas, c'est un sentiment de colère. Et j'ai envie de mettre des claques. Et quand je vous écoute, je ne sais pas trop à qui mettre des claques. Et
il me semble que de manière générale, le camp progressiste, la gauche, oublie que pour mener des combats, il faut identifier des adversaires. Et parfois, lorsque l'on parle du chaos climatique, on se dit, bah mince, c'est qui notre adversaire? Est-ce que c'est la nature qui nous maltraite? Est-ce que c'est nous-mêmes qui nous maltraitons? Et il arrive que parfois, on ait un peu l'impression qu'on se bat contre nous-mêmes et qu'il faut amender nos comportements un petit peu comme on va à l'église faire confesse. Or, dans le domaine de l'écologie, il me semble que nous avons des adversaires qu'il est possible d'identifier et contre lesquels il est possible de commencer à armer des combats. Des gens qui ont des intérêts qui sont assez distincts des intérêts de la plupart des gens qui sont ici, et qu'il va commencer à falloir identifier pour pouvoir les bousculer. Il me semble que les parties prenantes et les conférences risquent de ne pas réellement aboutir à ce que nous cherchons collectivement. Bien, je vous remercie de votre franchise. Je comprends ce que vous dites. J'ai pas voulu charger particulièrement, mais je vais pas faire de ping-pong, j'essaye d'abonder plutôt dans le débat. Une partie des entrepreneurs plutôt que d'autres. Simplement aujourd'hui, on sait qu'on a clairement effectivement des adversaires identifiés. Certains parmi eux, vous les connaissez tous et j'en ai cité quelques-uns, donc sont des grosses entreprises, sont des multinationales. Qui font action de lobby auprès des gouvernants de tout niveau. Et je pense qu'effectivement, enfin, je ne pense pas avoir été ambigu sur le fait de dire que ces projets-là, il faut s'y opposer. Ces gens-là, il faut effectivement agir concrètement face à eux, contre eux. Je pense que nos amis d'Ixer sont déjà bien actifs là-dessus et il faut continuer dans ce sens-là. On a aussi une autre forme de résistance qui est simplement le boycott, qui est la désobéissance d'achat, et on a notre puissance de choix de ce qu'on décide d'acheter et de ne pas acheter et de ne pas utiliser, voilà, pour essayer de faire obstacle à ça. Quand je parlais des petits entrepreneurs, je n'ai pas voulu charger, alors peut-être que j'ai peut-être pas bien compris votre question, mais en tout cas charger particulièrement ces gens-là dont je fais partie d'ailleurs et qui agissent tous les jours. Simplement, bien entendu, vous avez raison sur le fait de dire le premier rôle d'un chef d'entreprise, c'est de faire vivre son entreprise. C'est évident, d'accord. Ce qui est maintenant, je pense, une vision vers laquelle on peut tendre, c'est de faire en sorte que l'entreprise soit pas simplement une entreprise qui rémunère des actionnaires, mais qui ait aussi une contribution positive sur son territoire et sur l'environnement dans lequel elle évolue. Voilà. Et c'est en ça, ça répond à un des post-it qui est en quoi la RSE peut nous aider, c'est en ça que la responsabilité aujourd'hui des chefs d'entreprise, la loi Pacte a parlé maintenant de raison d'être de l'entreprise et d'objet social, ça amène les chefs d'entreprise à se questionner sur en quoi mon entreprise peut apporter un plus au territoire. Voilà, pas seulement à faire en sorte que je gagne plus de dividendes à la fin de l'année. Je ne sais pas si ça répond. On ne va pas faire de débat, on le fera éventuellement après, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de prendre la parole. J'ai deux questions, il y en a une qui va ensemble, je pense. Peut-être pour répondre, parce que du coup, ça vient avec monsieur ce qu'il disait par rapport aux jeunes. Et là, j'ai une question sur est-ce que si l'union fait la force, pourquoi Extinction Rebellion ne fusionne pas, par exemple, avec Youth for Climate? Et aussi, merci d'être ravis de voir des jeunes pleins d'énergie à la tribune. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais on est ravis d'être là. Et du coup, est-ce qu'on entraîne effectivement d'autres jeunes dans ce combat? Faut savoir que oui, on a des liens très très forts, en tout cas dans le Sud, avec Youth for Climate et des mouvements comme ça. Après, c'est voilà, effectivement qu'il y ait toujours plus de jeunes, mais de tout âge en fait. Il n'y a pas besoin que des jeunes. Enfin, c'est important qu'il y ait tous les âges et que tout le monde soit représenté. Mais oui, il y a beaucoup de jeunes qui viennent à nos actions et je pense que c'est important. Et on a des liens très forts avec les associations, notamment comme Youth for Climate, mais d'autres aussi. Et c'est pas parce qu'on est dans une association qu'on peut pas participer aux autres actions qui sont faites. Donc voilà. Donc pour répondre très rapidement à cette question. Et pour une deuxième question que j'ai, c'est pourquoi ne pas être épicurien, jouir de ce qui reste de la vie jusqu'à l'effondrement? J'aime bien cette question. Pour y répondre, ça va impliquer mon avis personnel, tout ce qu'on dit là, les questions auxquelles on répond n'impliquent pas Extinction Rebellion, c'est vraiment nos avis personnels puisque nous sommes plein de personnes différentes. Moi j'aimerais rappeler déjà que nous sommes tous vivants.
là, tout de suite, nous sommes tous vivants et en fait, on a juste envie de vivre. Et je pense qu'il faut accepter aussi cette idée qu'on a envie de vivre et qu'on a envie de... Voilà, que quand on a des chiffres catastrophiques comme ceux qu'on entend, qu'on doit essayer de se projeter, à savoir combien de personnes vont mourir dans les 40 prochaines années, à un moment donné, faut réaliser qu'en fait, on a envie de vivre et qu'en plus, on n'a nulle part où se réfugier. Donc finalement, on veut lutter parce qu'on a cette envie de survie, ou que finalement on se retrouve à lutter parce que de toute façon il n'y a aucun endroit qui sera protégé, et ça, faut arrêter de penser qu'il y a un seul endroit sur Terre qui sera plus vivable que d'autres, et si jamais cet endroit devrait être plus vivable que les autres endroits, à ce moment-là tout le monde irait là-bas, et donc du coup on se retrouvait quand même avec des problèmes. Donc à un moment donné, tout simplement on a cette envie profonde de vivre, et que c'est pas grave, tant mieux qu'on ait envie de vivre, et que justement à un moment donné qu'on soit dans la lutte en fait pour notre survie, et qu'on accepte qu'on est dans une lutte pour notre survie aussi. Donc voilà, je sais pas si ça répond exactement à la question, mais c'est ce que j'avais envie de dire sur ce point. Merci Sam. Alors, il faut un inventaire trouvable des villes en transition et de leurs mesures prises. Pardon, j'ai enlevé mes lunettes. Donc il y a un site qui s'appelle transitionfrance.org où il y a un certain nombre d'actions qui sont décrites et d'inventaire des villes en transition. Ça, c'est en France. Et il y a un autre site qui s'appelle transitionnetwork.org aussi, qui est le site racine, on va dire, du mouvement. Donc voilà, il y a plein de choses là-dessus. Je vous renvoie vers Internet. Et puis il y a plein d'autres sites, notamment un site qui est intéressant, qui est le Collectif pour une transition citoyenne, le CTC, Collectif pour une transition citoyenne, qui est un groupement d'une quarantaine de mouvements. Je ne dis pas d'associations, volontairement, parce que ça comprend un certain nombre d'acteurs. C'est très très large, et c'est le plus grand mouvement, enfin le plus large mouvement. Vous allez retrouver là-dedans Alternativa, vous allez retrouver les AMAP, vous allez retrouver aussi des acteurs comme Enercop ou la Nef. Enfin voilà. Donc et du coup là il y a un bel inventaire, et notamment ce collectif pour une transition citoyenne a élaboré un pacte pour la transition avec 32 mesures, dans le but de porter ce pacte à connaissance de tous les candidats au municipal dans toute la France. Voilà, donc c'est aussi une action concrète pour essayer d'infléchir les politiques locales. Pour les manifestations organisées, le covoiturage, oui, bien sûr, bonne idée. C'est toujours désolant d'aller dans une manifestation et puis de se dire on va rentrer chacun avec notre bagnole. Donc oui, les associations sont là pour ça aussi, quoi, pour aider sur ces côtés-là. Et pétition à signer pour soutenir l'action du maire de Langouette. C'est une très bonne idée, voilà. Donc, mais celui qui a écrit ça ou celle qui a écrit ça, vous pouvez vous-même lancer la pétition, vous pouvez y aller. Hein. Voilà, on est tous acteurs. Oui, je suis étonnée sur ce que vous avez dit concernant Pierre Rabhi, parce que moi aussi, je suis désolée, j'ai lu l'article de juillet du Monde diplomatique. Jusqu'à maintenant, je croyais que le Monde diplomatique était un journal sérieux. Alors, je vais me poser des questions, mais non. Je ne sais pas si je reprendrai mon adhésion aux amis du Monde diplomatique. Non, je plaisante, parce que je continuerai à leur être fidèle. Voilà. Mais ce n'est pas qu'une opinion personnelle. Vous avez dit à la dame, c'est votre opinion personnelle. Je suis désolée. Il y a quand même des journalistes qui sont sérieux, et ce journal. Et je me souviens qu'il y avait eu un colloque à Cassis, et je n'étais pas allée justement parce que derrière, il y avait énormément de business ésotérique en tout genre, derrière ce monsieur. Alors, il est très sympathique, il a une aura extraordinaire, d'accord, mais les gourous, ça va, hein, ça suffit. Parce qu'il est souvent cité, justement, au sujet de l'écologie. Donc, je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec vous, et on a le droit de critiquer, d'accord ? Voilà. Ensuite, que pensez-vous de Michel Serres, qui n'était pas particulièrement pessimiste, parce que vu ce qu'il avait vécu, il avait du recul sur les choses, les événements, la société. Il disait, l'économie est construite pour saccager la planète. Voilà. Or là, je n'ai pas entendu parler de tout ce qui saccage la planète, c'est-à-dire les TAFTA, les CETA, le Mercosur la semaine dernière. Et puis, d'accord, c'est à notre petite échelle, ce que vous nous dites, mais on le fait là, hein, je veux dire. Je pense que vos interventions elles seraient parfaites en éducation populaire dans des écoles maternelles. Peut-être que vous le faites, mais nous, ça y est, on fait notre tri, on essaie de manger bio. Bon, alors, c'est pas la peine. C'est pas à ce niveau-là. C'est au niveau de l'économie libérale, c'est tout. C'est là-dessus qu'il faut faire l'information et citer ce qui ne va pas. Quand un Bolsonaro au Brésil, en ce moment, fait tout pour
et un Trump, Excusez-moi, etc. madame. Voilà. Excusez-moi. Donc, il reste- question, qu'est-ce que vous en pensez Voilà. de ce que disait Michel Serres? L'économie est construite pour saccager la planète. Votre avis? Merci pour vos exposés. Vous avez dit des choses intéressantes, notamment sur le fait qu'il fallait rendre attractif finalement une forme de développement, de réflexion par rapport à l'avenir qui nous est tracé. Et d'ailleurs, le précédent exposé donc des deux personnes les plus jeunes était peut-être un peu un descriptif par rapport aux catastrophes à venir. Moi, je pense qu'on est déjà dans la catastrophe. Et donc, ce qu'il faut qu'il soit ressenti, c'est quand même le fait que ce qui est à venir peut être meilleur. Encore faut-il vouloir le construire clairement, en ayant identifié nos adversaires, et peut-être pas en voulant non plus jouer sur la touche, c'est-à-dire avoir des communautés qui fonctionneraient, etc. Moi, je ne veux pas accuser les gens qui vont à la grande surface de manger du poulet non bio à 2 €. Moi, ce que je demande, c'est que l'ensemble agricole puisse permettre de produire des volailles de qualité. Donc, tous ceux qui produisent doivent être dans ce sens-là. Et je veux bien m'opposer aux courses de voitures et à la tauromachie et aux besoins. Moi, j'élève des vers de terre. Il y en a qui trouvent que ça fait trop de bruit dans mon voisinage. Mais je voudrais quand même aussi d'abord m'opposer aux bombes. Et donc, je voudrais que soit reliée la question écologique à l'ensemble. Et j'ai plutôt l'impression qu'on empile ou qu'on fait séparément. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a qui croient en faisant séparément qu'ils vont transformer les choses. Est-ce que vous pensez vraiment que ce n'est pas nécessaire de relier avec les luttes que l'on mène contre ce système capitaliste pour le socialisme? Je peux juste commencer par peut-être répondre un petit peu sur ce qui va être dit, notamment sur la fin. Je ne sais pas du coup si ça a été très clair, mais on vise clairement le démantèlement du système industriel et capitaliste. Donc les ennemis sont identifiés, effectivement, on sait à qui on a affaire. Hein. Donc ça, je ne sais pas si ça avait effectivement été très clair, mais dans l'identification des ennemis, on en a effectivement. Je ne sais pas si tu voulais rajouter... ouais. Et peut-être que, je ne sais pas, voilà, ça c'était sur... Donc, sur la phrase de Michel Serres, oui, je suis assez d'accord avec cette phrase, bien entendu. Simplement, on peut aussi faire des échanges autrement et on peut aussi faire en sorte que... moi, j'entends ce discours-là. Je me dis simplement, est-ce qu'on a tous conscience qu'il y a des gens qui vivent, qui travaillent, qui ont besoin d'avoir, qui ont une famille, qui ont besoin d'avoir un mode de fonctionnement, qui leur permet de subvenir à leurs besoins, etc. Et le travail, dans le fonctionnement qu'on a aujourd'hui, fait partie de ça. Alors, soit on se dit, on arrête complètement de travailler tous et on va essayer de faire autre chose. Ok, dans l'idéal, peut-être qu'on peut y arriver, et pourquoi pas. Ça peut être un autre mode de fonctionnement. Il y a des sociétés qui ont fonctionné comme ça. Simplement, dans la logique de transition, au sens littéral du terme, pas du mouvement. Hein. Passer d'un état A à un état B, ça va être un petit peu compliqué de le faire comme ça brutalement. Et je pense aujourd'hui à tous ces gens qui sont investis dans des entreprises au sens ou des organisations. Ça peut être aussi des gens qui travaillent dans le public. Il faut trouver le moyen, et c'est ça la difficulté en fait, de passer d'un mode de fonctionnement à un autre. Et le fait de passer par une économie qui soit orientée vers le bien commun et la sauvegarde du bien collectif sur le territoire dans lequel on est, peut être une solution de transition. Après, je sais pas vers quoi on va. Mais en tout cas, ça me semble être une bonne solution. Sur l'attractivité dont vous avez parlé, je pense qu'on est d'accord. J'ai pas voulu dire quand j'ai employé le terme de communauté, j'ai pas voulu dire qu'on est simplement des petits îlots, isolés les uns par rapport aux autres. On fait communauté au sens large. On est simplement, je pense que j'ai voulu attirer l'attention sur la force d'un petit territoire. Voilà. Après, il y a aussi des échanges qui se font de territoire à territoire, mais là où on a le plus d'impact finalement, c'est quand on va travailler sur l'endroit où on vit, où on est. Et
la notion d'avoir l'image que vous avez donnée, elle est excellente. Tous les producteurs, voilà, devraient être bio, bien entendu. Et donc c'est ça que j'appelle passer à une masse critique. C'est qu'à un moment, si on arrive à concentrer, à faire masse, de façon à faire pression sur le fait que oui, l'agriculture, on la veut bio ou on la veut plus, voilà, et ben c'est comme ça que ça va pouvoir passer cette bascule-là. Il ne s'agit pas simplement de se dire, en tout cas si c'est ce que j'ai dit, je me suis mal exprimé, il ne s'agit pas de dire on est content dans notre petite communauté, on cultive notre jardin et puis on s'en fout des autres. C'est pas du tout ça. Oui, le bio doit être accessible à tous, à tout le monde. Et pour ça, il faut qu'on le réclame, il faut qu'on combatte pour ça. On est bien d'accord. Et donc là, juste lutter contre le système capitaliste, bah, bien évidemment, Rob Hopkins le dit, et je relais pour le coup ce qu'il a dit, que c'était effectivement que le système capitaliste n'est pas compatible avec la résilience que l'on souhaite.